Bonjour et bienvenue à cette webconférence intitulée Comment lancer, améliorer et réussir sa transition bas carbone. C'est dans le cadre de la première édition du sommet virtuel du climat. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots sur le premier sommet virtuel du climat. Donc, comme vous avez pu le constater, c'est un événement en ligne composé de 31 webconférences et d'un salon virtuel avec des stands virtuels le dernier jour. C'est un événement initié et coordonné par l'APCC, coporté par l'ADEME, l'ABC, la Fédération Sinov et le CEREMA, et il a pour objectif de diffuser gratuitement et le plus largement possible des expertises et des retours d'expérience repliables et concrets. Quel que soit le niveau d'engagement et d'avancement, l'idée est que chacun puisse trouver dans cet événement des clés, des réponses et des leviers d'action et des solutions aussi pour avancer encore plus sur la trajectoire de la neutralité carbone et de l'adaptation au nouveau monde qui se présente à nous. Nous remercions bien évidemment l'ensemble des sponsors et des partenaires que vous voyez ici. Donc, on les remercie pour leur soutien. Très bien. Alors, le support de présentation, je vous précise qu'il sera téléchargeable depuis la salle virtuelle. Cette conférence sera aussi disponible en replay, donc avec une date non limite de téléchargement. Et je tiens à préciser aussi qu'il y aura des épisodes de questions. Si je rentre dans le déroulé concret de la webconférence, il va tout d'abord avoir un rappel des principes et des notions clés de la transition bas carbone. On posera ensuite la question comment réussir sa transition et on y abordera notamment le cheminement de la réussite. Et enfin, on approfondira ce cheminement étape par étape. Donc, évaluer ses émissions, la première étape, stratégie et plan d'action en deuxième. Enfin, évaluation de la stratégie. Et pour rendre un peu plus concret ces notions, nous prenons le temps d'écouter les témoignages de Nîmes Métropole, qui présentera l'initiative Cantigès sur la structuration d'un projet territorial de mobilité au sein de la métropole de Nîmes. Et on écoutera également le témoignage de Grand Hoche sur la dynamique territoriale résultant de l'utilisation de l'outil Climat Pratique au sein de la communauté d'agglomération du Grand Hoche. On abordera à la fois dans cette webconférence le volet organisation et donc entreprise et collectivités et le volet territoire. Je vais m'attarder très brièvement sur la présentation des intervenants de cette intervention. Donc moi-même, Benjamin Boisserie, chargé de projet énergie-climat à l'ABC. Fanny Florio, ingénieure service climat de l'ADEME, qui abordera la problématique climat des organisations. Sébastien Vriot du pôle climat énergie développement durable du Grand Hoche qui témoignera de la dynamique territoriale résultant de l'utilisation de l'outil climat pratique, comme je l'ai dit, au sein de la métropole du Grand Hoche, et Marc Duchesne, directeur général adjoint de la mobilité, qui lui présentera l'initiative Cantigès sur la structuration d'un projet territorial de mobilité. On va rentrer tout d'abord par un petit rappel de qu'est-ce qu'est et des notions clés de la transition bas carbone. La transition bas carbone, alors qu'est-ce qu'on entend par transition bas carbone? C'est un cheminement qui part des travaux du GIEC sur la limite planétaire et qui pose ensuite la question de la limitation des impacts des activités humaines sur notre système Terre, pour enfin arriver au partage des responsabilités et des efforts de transformation à effectuer pour ne pas dépasser les limites planétaires. Cette transformation nécessaire, c'est la transition bas carbone. Plus concrètement, comme on peut le voir, c'est les travaux du GIEC avec la limite planétaire et les trajectoires temporelles d'émissions de GES et de réchauffement associés, des budgets carbone, qui permet de savoir qui a quoi, qui doit faire quoi en termes d'action climat, et enfin des allocations sectorielles et des engagements internationaux, avec un objectif évidemment qui est de tenir ces engagements, et ça, c'est la transition bas carbone. Pour rentrer dans le détail, le premier maillon de cette arbre de conséquences, comme on pourrait l'appeler, c'est les trajectoires temporelles d'émissions de réchauffement. Donc, pour rappel, le seul
selon le GIEC, la meilleure chance de limiter le réchauffement climatique à plus de degrés d'ici 2100, c'est de stabiliser les concentrations moyennes en gaz à effet de serre à 450 ppm de CO2 d'ici 2100. Ça veut dire quoi? Les ppm, c'est une concentration de CO2 dans l'atmosphère. Donc, c'est d'essayer de limiter cette concentration à 450 particules par million. Pourquoi plus de degrés? Parce qu'on estime que cette limite, au-delà de cette limite, les conséquences sur nos environnements sont dévastateurs, à la fois pour les écosystèmes et sur l'environnement au sens large, biodiversité, océan, mais aussi surtout sur nos environnements économiques. Il est maintenant bien documenté que la non-transformation et la non-adaptation de nos activités sera bien plus dévastateur d'un point de vue économique que sa transformation. Donc, on a des trajectoires temporelles d'émissions, on calcule des concentrations de CO2 et le seul qui permet de rester à un réchauffement à plus de degrés, c'est le RCP 2.6, comme vous pouvez le voir, donc la courbe du bas, où on reste dans des concentrations autour de 450 ppm. Donc ça, c'est celui qui a un scénario avec un point culminant dans les émissions avant 2050 et au plus tard en 2020. Et il faut qu'elles soient réduites, ces émissions, d'ici 2050 d'au moins 50% par rapport au niveau de 1990. Et donc à l'autre bout du spectre, on a le RCP 8.5 qui est le plus pessimiste, qui est un peu le business as usual et qui, selon les estimations, peut arriver à un réchauffement à plus 6 avec des dernières estimations faites par des chercheurs français les dernières qui estiment la réévaluation de cette limite à plus 7 degrés. Voilà. Si on continue là-dessus, ces trajectoires temporelles nous permettent de définir des limites à ne pas dépasser et de quantifier ce qui nous reste à émettre. On parle alors de budget carbone. Donc, ainsi, nous avons déjà émis plus de 1940 gigatonnes de CO2 entre 1850 et aujourd'hui. Pour respecter et contenir le réchauffement à plus de degrés, il nous resterait donc à émettre 1170 gigatonnes de CO2, avec un objectif à plus 5 degrés, comme de contenir le réchauffement à plus 1,5 comme le recommande le GIEC, qui mettrait une limite à émettre encore de 420 gigatonnes de CO2 par an. Et ce qu'il faut regarder, c'est qu'au rythme des émissions de GES actuelles, qui sont de 50 gigatonnes de CO2 par an, et bien cela revient avec un temps d'émission constante, à épuiser notre budget carbone, le budget carbone 2 degrés en 23 ans et le 1,5 degré en 8 ans. Voilà. Donc c'est toujours important de rappeler que l'urgence est là et que la transition bas carbone s'impose. Voilà. Donc ça c'est en France, quel est l'objectif français? Donc ça a été abordé ce matin en plénière, hein. Donc c'est le rôle de la stratégie nationale bas carbone. La France s'est dotée suite à la signature de l'accord de Paris d'une stratégie climatique, hein, traduit par la stratégie nationale bas carbone. Donc elle oriente et elle met en œuvre dans tous les secteurs d'activité la transition vers une économie bas carbone et une économie durable. Et en ce sens, elle fixe des objectifs d'émissions de GES à l'échelle française. Donc, il y a des budgets carbone qui sont définis avec un objectif long terme qui est l'atteinte de la neutralité carbone en 2050. Pour info, cette neutralité carbone fait passer les anciens objectifs qui étaient les réductions d'un facteur 4 de nos gaz à effet de serre à un facteur 6. Donc, c'est un objectif de transformation plus ambitieux. Si on rentre un peu plus dans le détail de ces budgets carbone rapidement, c'est des budgets qui sont fixés tous les 4 ou 5 ans pour structurer et traduire en objectif la baisse des émissions. Donc, on a déjà défini 4 budgets carbone 2015-2018, 2019-2023, 2024-2027 et 2029-2033. Ces budgets carbone sont alloués aux grands secteurs et aux grands domaines d'activité, transport, bâtiment, industrie, agriculture, production d'énergie et déchets. Cela permet à ces acteurs d'avoir un peu ce qu'on appelle une trajectoire sectorielle plus de degrés, on reviendra dessus tout à l'heure, et avec des objectifs cohérents avec cette stratégie nationale bas carbone. Elle est révisée tous les 5 ans en fonction des résultats obtenus précédemment et des objectifs du coup réévalués à atteindre. Si on regarde un peu où on en est en France et on contextualise rapidement la situation française, on a repris ce schéma issu de l'observatoire énergie-climat développé par le RAC et le réseau Clair. Il met en évidence l'évaluation des émissions globales de GES en France et on constate notamment en regardant ce schéma que les objectifs carbone décrochent.
c'est-à-dire que les trajectoires des émissions ne suivent pas celles des trajectoires de réduction prévues. On prend donc du retard et il faut, si on regarde plus en détail, multiplier par 3 les efforts. En effet, on avait la trajectoire qui est déjà, on va dire, actuelle, qu'on a réussi à faire, c'est une réduction de 2% des émissions par an. L'objectif de cette neutralité porterait donc les efforts à 6% par an. Si je voudrais même noircir le constat, hein, ces 0% d'augmentation de 90 à 2005, c'est le respect de l'accord de Kyoto à l'échelle française. Cependant, ces objectifs ne prennent pas en compte les émissions importées, qui sont les émissions induites par la consommation du territoire, mais qui ont lieu à l'extérieur. Et là, si on prend en compte cette émission, on se rend compte qu'on a un chiffre qui arrive autour des plus 45, plus 50% d'émissions de gaz à effet de serre. Enfin, donc on va essayer de prendre du recul encore une fois. Ici, avec les deux diapos qui vont suivre, on essaye de parler justement de cette importance de dynamique collective, de transformation collective. Collective au sens entreprise, organisation et pouvoir public, hein. Il s'agit donc d'une étude du cabinet Carbone 4 qui pondère le poids de l'activité individuelle par rapport à l'action collective. Être neutre en carbone, ça signifie de réduire son empreinte carbone par Français moyen, entre guillemets, si on peut considérer qu'il existe, de 12 tonnes, 11-12 tonnes à 2 tonnes, donc une réduction par 6, une réduction de 80%. Et on estime que une action individuelle, on va dire presque héroïque, avec des citoyens héros du climat, ce qu'on pourrait appeler, donc arriverait à réduire de 45% leur empreinte carbone. Cependant, ce chiffre résulte d'hypothèses très fortes. Donc tout le monde est végétarien, plus d'avions. Tout le monde surtout réalise aussi les investissements nécessaires dans leurs bâtiments, dans leurs chaudières. En ce sens, il n'est pas vraiment réaliste. Quelque chose quand même de plus réaliste, mais d'ambitieux, porterait cette réduction à 20%. Donc, ce qui signifie que sur en fait les 80%, 20% pourraient être faits par l'action individuelle. Il reste, ce qu'il faut regarder, c'est qu'il reste 60% de cet effort qui doit être porté par le levier collectif. Donc le levier collectif, je répète, c'est les entreprises, les organisations et les pouvoirs publics. Voilà pour le rappel. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet avec la question comment réussir sa transition bas carbone, et je vais laisser le micro à Fanny. Merci. Alors du coup, avant de rentrer étape par étape, comme l'a dit Benjamin, on voulait juste rapidement revenir avec vous sur une présentation assez globale de la démarche. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire mettre en place une stratégie bas carbone pour une organisation? On retrouve un petit peu le schéma classique qu'on a dans toutes les évaluations de politique publique et d'une manière générale de quand on veut passer à l'action, quel que soit le sujet. Donc la première étape qu'on va vous détailler avec Benjamin, c'est vraiment l'évaluation de ces émissions. Donc vraiment savoir avoir une photographie de ces émissions et savoir où agir. Et surtout, comment faire une photographie qui soit représentative et pertinente pour pouvoir passer à l'action. La deuxième étape, on va dire deuxième et troisième étape qui sont concomitantes, on est sur vraiment le développement de sa stratégie bas carbone avec sa mise en œuvre et son suivi. Donc, ce sera la deuxième partie de notre exposé et de notre schéma mise en place d'une stratégie bas carbone, dans laquelle on va retrouver, voilà, une fois qu'on a pris sa photographie de ces émissions, comment développer une stratégie bas carbone pertinente, la mettre en place et surtout élaborer son suivi pour être certain de la pertinence et de la bonne mise en œuvre des actions. Donc c'est là aussi que pourront notamment témoigner, on aura nos deux témoignages pour pouvoir agrémenter du coup les outils que vous avez à disposition sur cette partie-là. Et enfin, on reviendra avec Benjamin sur la dernière étape qui est l'évaluation de la stratégie, puisque mettre en place une stratégie, c'est bien, s'assurer qu'elle est pertinente et qu'elle est mise en cohérence avec les objectifs qu'on s'est fixés, c'est mieux, pour être sûr de ne pas se tromper de route et surtout pour pouvoir réajuster aux besoins les actions mises en place. Donc du coup, si on rentre sur le premier item qui est compter ses émissions de gaz à effet de serre, donc le premier point, c'est pourquoi faut-il compter et surtout pourquoi faut-il compter de manière exhaustive. Donc l'idée derrière ce exhaustif, c'est vraiment de pouvoir estimer les émissions de gaz à effet de serre et d'identifier vraiment quels sont les postes émetteurs au sein de mon organisation
pour pouvoir lutter contre le changement climatique. Mais évaluer également ces émissions de gaz à effet de serre, c'est pas juste parler gaz à effet de serre, c'est aussi évaluer indirectement son indépendance aux énergies fossiles et de ce fait pouvoir anticiper dans l'avenir les impacts économiques et sociaux qui vont découler de la raréfaction des ressources. On a fait le focus sur les énergies fossiles, mais c'est également vrai pour tout ce qui est ressources, matières, enfin tout ce qui est matières premières, matériaux, métaux, etc. Donc il y a vraiment un double impact à évaluer les émissions de gaz à effet de serre pour pouvoir vraiment évaluer son indépendance, sa dépendance plutôt, et aller vers de l'indépendance. Après, l'objectif, bien évidemment, c'est d'engager son organisation vers une stratégie bas carbone pour pouvoir aussi anticiper le risque climat, qu'il soit physique, mais aussi lié à la transition sur le fait qu'on va aller vers un monde qui sera de plus en plus contraint d'un point de vue carbone. Donc, il faut pouvoir l'anticiper au sein de son organisation. Et avant tout, on l'a mis finalement en point numéro 5, mais c'est peut-être le point numéro 1, le pourquoi on cherche à compter ces émissions de gaz à effet de serre, c'est vraiment la première étape de votre passage à l'acte. Donc c'est vraiment un moyen d'aide à la décision pour passer à l'action et pour passer à l'action de manière pertinente là où il faut. Donc l'idée, c'est un petit peu ce qu'on a mis en conclusion de cette DAPO, c'est que on ne cherche pas à déterminer le responsable des émissions et savoir à qui la faute, mais vraiment où est-ce qu'il faut agir et comment faire pour les réduire. On s'est permis un petit rappel global du contexte réglementaire qu'il existe du coup pour les organisations autour de la comptabilité des émissions de gaz à effet de serre. Donc la réglementation a démarré avec le Grenelle de l'environnement qui a mis en place une obligation de réaliser un bilan d'émissions de gaz à effet de serre pour les collectivités de plus de 50 000 habitants sur leur volet patrimoine et compétences, pour les personnes morales de droit privé de plus de 500 salariés et pour les personnes morales de droit public de plus de 250. Il y a une obligation de mettre à jour ce bilan d'émissions de gaz à effet de serre au départ qui était tous les 3 ans pour toutes les organisations. Maintenant, c'est pour 4 ans pour les entreprises. On va y revenir. Et cette obligation est assortie d'un guide méthodologique pour la réalisation des bilans et avec un guide spécifique également pour les collectivités. Le Grenelle de l'environnement a aussi mis en place l'obligation de plan climat, donc les plans climat énergie territoriale pour les collectivités de plus de 50 000 habitants. Obligation qui a été revue du coup avec la loi de transition énergétique pour la croissance verte où les PCET sont devenus des PCAET, donc dans lequel on a rajouté l'air, avec un changement de périodicité qui est passé à tous les 6 ans. Il faut savoir que les PCAET sont désormais obligatoires pour tous les EPCI de plus de 20 000 habitants et pour les métropoles. Dans le cadre d'un plan climat, il y a un diagnostic des gaz à effet de serre qui est demandé. On est sur un diagnostic des émissions territoriales de gaz à effet de serre, ce qui n'empêche pas que les collectivités de plus de 50 000 habitants sont toujours obligées par un bilan d'émissions de gaz à effet de serre sur leur patrimoine et compétences. À savoir que du coup, avec la loi de transition énergétique, il y a eu quelques modifications qui ont été faites, à savoir l'établissement d'une amende plafonnée à 1 500 € en cas de non-réalisation de son bilan GES et la modification, du coup, comme je le disais, de la périodicité des bilans à tous les 4 ans pour les entreprises de manière à coller avec l'obligation d'audit énergétique. À savoir aussi quelque chose d'important à noter, la loi de transition énergétique a également mis en place donc l'article 173 par rapport au reporting, donc pour les entreprises et pour les établissements bancaires, de manière à intégrer le climat dans ces reportings et notamment toutes les émissions significatives, donc des bilans d'émissions de gaz à effet de serre. On se permet également, ce sera redit dans la webconf dédiée, dans la webconf du ministère dédiée au bilan d'émissions de gaz à effet de serre, mais il y a pas mal d'évolutions à prévoir avec la loi énergie-climat du coup qui a été votée en septembre et publiée là tout début novembre, dans lequel on retrouve la consécration de l'objectif de neutralité carbone à 2050. Et également pas mal d'évolutions concernant l'obligation réglementaire de bilan d'émissions de gaz à effet de serre, avec notamment, ça a vraiment été écrit noir sur blanc. Jusqu'à présent, dans un bilan d'émissions de gaz à effet de serre, l'obligation était de faire une synthèse d'un plan d'action. Aujourd'hui, cette synthèse est vraiment remplacée par un vrai plan de transition dans lequel vous devez vraiment détailler vos actions, les objectifs à moyen, long terme, ainsi que vraiment les moyens que vous allez y mettre. Donc l'idée étant vraiment de positionner le bilan d'émissions de gaz à effet de serre comme le moyen d'aide à la décision et de passage à l'action. Il y a eu une réévaluation également de l'amende qui est cette fois majorée à 10 000 €, 20 000 € en cas de récidive.
Donc là, pour ainsi dire, ça devient vraiment incitatif dans le sens où, personnellement, moi, je vous conseille de payer un prestataire 10 000 € qui vous fasse un bilan d'émissions de gaz à effet de serre digne de ce nom, plutôt que de payer une amende de 10 000 € qui retourne dans les caisses de l'État. C'est seulement mon avis, mais sincèrement, je pense que ça vaut plus le coup et que ce sera de l'argent mieux investi. Et enfin, il y a deux exonérations qui ont été mises en place. Donc pour les entreprises qui sont soumises, du coup, à l'article L225-102-1, donc là sur la déclaration de performance extra-financière, elles sont dispensées du plan de transition à partir du moment où elles le font apparaître dans leur déclaration. Et de la même manière, pour les collectivités de plus de 50 000 habitants qui sont déjà soumises à un plan climat, elles peuvent être exonérées de bilan GES à partir du moment où leur plan climat tient bien compte de ces émissions-là, donc c'est-à-dire les émissions liées à leur fonctionnement interne et à leurs compétences. Donc, petit point avant de passer vraiment aux outils et à ce que vous avez à disposition pour pouvoir réaliser ce bilan d'émissions de gaz à effet de serre. On voulait revenir avec Benjamin sur vraiment l'urgence de prendre les émissions indirectes. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu la mécanique, quand on réalise un bilan d'émissions de gaz à effet de serre, il y a plusieurs scopes, donc scope 1, 2, 3, avec du coup l'obligation réglementaire qui est imposée sur le scope 1 et 2 et qui est recommandée pour le scope 3, mais pas obligatoire. Donc il faut savoir qu'il y a pas mal de gens qui se limitent à cette vision-là, mais qui est une vision très restreinte finalement de ces émissions. Si on ne regarde que ces émissions directes, on a vraiment une vision très limitée de l'impact climatique de son organisation. Et il faut vraiment aller vers une vision globale, c'est-à-dire identifier vraiment scope 1, 2, 3 et scope 3, toutes les postes les plus prépondérants. Donc la prise en compte du scope 3, ça va vraiment vous permettre de mettre en place des actions qui sont vraiment pertinentes au regard des impacts de votre entreprise. Et surtout dans le sens où quand on parle vision limitée, c'est pas une vision de l'esprit. Donc on vous a remis là quelques exemples de reporting sur du scope 3 où typiquement, bah voilà, chez Renault, le scope 3, ça représente 99% de ses émissions en 2014. Chez Total, les émissions liées aux énergies fossiles vendues, donc on est bien sur du scope 3 puisqu'on est sur les services vendus par l'entreprise, ça représentait 92% de ses émissions. Donc largement pas du tout les négligeables, c'est même plus du largement. Et enfin, pour aller sur un autre secteur que l'automobile et la distribution d'énergie, qui peuvent être des secteurs un peu plus particuliers, sur les hôpitaux, les émissions du scope 3, elles peuvent représenter entre 70 à 90% des émissions du total. Donc vraiment, passer à côté du scope 3, c'est passer à côté de, on va dire en moyenne 80% de ces émissions. Donc il est assez facile de se dire que si on ne fait son bilan que sur du scope 1 et 2, forcément son plan d'action, il sera loin d'être pertinent pour vraiment réduire l'impact climatique de son organisation. Je vais reprendre le micro à Fanny. Donc ici, on sait, vous avez sous les yeux en fait le travail qu'on a effectué à l'ABC dans le but de mettre en avant les méthodes. Là, on parlait comptabilité, hein, qui existent pour la comptabilité des émissions d'une organisation. Donc, on a remis à jour notre premier travail de panorama des outils et méthodes à destination des organisations pour réussir sa transition bas carbone. On l'a étendu au territoire, on va le voir après. Et on a œuvré dans cette deuxième version à définir un peu des cheminements climat en considérant une organisation ou un territoire qui part d'un peu d'une feuille vierge qui ne connaît pas vraiment les problématiques énergie-climat pour arriver à l'évaluation, comme l'a dit Fanny, de sa stratégie climat, voir si on va dans le bon sens. Donc ici, on présente le cheminement pour une PME. Hein. On a également porté cette réflexion à d'autres acteurs économiques, des ETI, des grandes entreprises, des multinationales. Le but de cette diapo, c'est surtout de mettre en avant ce qui existe en outils et méthodes pour donc évaluer, on l'a dit, ces émissions de GES. Dans le cas d'une PME, on va bien évidemment avoir les guides sectoriels développés par l'ADEME pour aider les organisations à réaliser leur bilan de gaz à effet de serre et surtout identifier les postes prioritaires en matière de réduction, savoir quels sont les plus émetteurs et sur lesquels on doit travailler. Et après, il y a des outils de comptabilité à proprement parler qui sont le GHG protocole et le bilan carbone que l'on porte. On peut parler et penser bien évidemment à la méthode réglementaire française, qui est une méthode générale de comptabilité disponible sur le site du ministère de l'Environnement et sur celui de l'ADEME. Et elle s'inspire, toutes ces méthodes de comptabilité, de standards internationaux et notamment de l'ISO 14064-1. Voilà. Pour ce qui est de, on peut dire un peu des outils à disposition des organisations. Si on passe maintenant
au volet territoire. Comme pour revenir un peu sur le périmètre d'émissions, comme pour les organisations, ces émissions indirectes représentent la majorité du volume d'émissions. Pour ce qui est par contre des émissions indirectes pour le territoire, c'est les émissions qui ont lieu en dehors du territoire. Donc ça peut représenter 50% à l'échelle du patrimoine et compétences de la collectivité et jusqu'à 75% à l'échelle du territoire. Ici, il faut garder en tête qu'il y a toujours deux échelles, hein. Il y a la collectivité qui est une organisation où l'on traite le volet patrimoine et compétences, et il y a le territoire, ce qui se passe sur la délimitation géographique à l'intérieur ou à l'extérieur du coup. Ces émissions portent à la fois sur les compétences des collectivités, mais aussi sur l'aspect territoire, et c'est un sujet fortement mobilisateur à cette échelle parce que ça touche des thématiques très fortes qui sont l'alimentation, la mobilité, les déchets, l'aménagement territorial. Voilà, c'est des choses qui sont porteurs de sens et très très fortes. Et en fait, le but aussi, c'est que faire prendre conscience aux collectivités quelle leur responsabilité, mais surtout leur rôle à jouer dans la transition, hein. On verra tout à l'heure par le témoignage de Sébastien Vriot. Et donc en termes d'émissions, c'est 15% des émissions de GES en France sont directement issues de la prise de décision des collectivités et 50% si on intègre les effets indirects de ces orientations. Donc on va retrouver ensuite un peu la même réflexion qu'on a mis sur les diapos précédentes, du cheminement climat d'un territoire. Donc là ici c'est pour l'aspect territorial. Et si on reste concentré sur l'aspect comptabilité carbone, hein, on va avoir donc bien évidemment l'intérêt de la sensibilisation et de la formation aux enjeux de la transition bas carbone, du changement climatique et des enjeux énergie-climat en général. Et après, on va rentrer dans l'aspect réglementaire du diagnostic du PCAET. PCAET, on va le voir plus tard sur les stratégies, c'est vraiment le cadre réglementaire pour une EPCI de plus de 20 000 habitants. Voilà, donc il y a un diagnostic qui doit être fait, un diagnostic GES qui peut être fait soit par les observateurs, enfin, par excusez-moi, la partie diagnostic par les j'ai un trou par l'observatoire GES qui vont vous fournir des données cadastrales. Voilà, c'était le mot que je cherchais, qui portent sur les émissions. Donc ces données cadastrales, c'est les émissions directes et les émissions indirectes liées à l'énergie, au froid et à la chaleur sur votre territoire. Et on peut aussi, dans un souci d'exhaustivité et de prise en compte des émissions indirectes, se tourner vers le bilan carbone territoire. Et parce que, pour rappel, elles sont fortement mobilisatrices sur un grand nombre de thématiques qui touchent au territoire. Il existe également des outils régionaux dédiés donc à certaines régions. On a l'outil Espace notamment pour la région Hauts-de-France qui l'intérêt de cet outil, c'est qu'il prend en compte les émissions liées à la consommation du territoire. Donc ça c'est très intéressant, et il y a l'outil GESI en Ile-de-France qui était quand même une expérimentation jusque-là. On va passer à la stratégie climat et au plan d'action. Je vais relaisser la parole à Fanny. Merci Benjamin. Du coup, deuxième étape, une fois que vous avez fait votre bilan d'émissions de gaz à effet de serre, réfléchir à sa stratégie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire réfléchir à sa stratégie? Alors déjà, premier objectif, l'objectif du plan d'action, c'est de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour cela, il faut vraiment réfléchir à se fixer des objectifs qui soient concrets et ambitieux. Et surtout, ne pas se focaliser uniquement sur des postes qui sont peu significatifs et essayer d'utiliser des référentiels. Donc là, on va vous présenter les outils et méthodes qui sont disponibles pour cela. Je me permets juste un petit aparté sur postes peu significatifs. Il ne faut pas non plus forcément se focaliser que sur les postes qui soient les plus émetteurs. Il ne faut pas non plus hésiter au sein de l'organisation à utiliser des postes qui soient significatifs dans le sens où ils sont significatifs avec des gros levées d'action pour mobiliser en interne. Il y a aussi des gros enjeux lorsqu'on met en place la stratégie, c'est de réussir à embarquer tout le monde. Donc même s'il y a des postes qui ne sont pas forcément le poste le plus émetteur en termes de quantité de gaz à effet de serre, mais qu'il s'agit d'un poste sur lequel on peut facilement mobiliser ses salariés, ça vaut quand même le coup de se focaliser également sur ce poste-là, pour lequel on n'aura pas forcément de gros résultats en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, mais un gros résultat en termes de mobilisation qui permettra d'engager les salariés et de les amener par la suite sur des actions un peu plus difficiles à mettre en place.
Il faut vraiment bien avoir l'idée que cette stratégie bas carbone, elle doit avoir aussi une vision à moyen long terme et pas uniquement sur les 2-3 années à venir. La stratégie climat, elle doit vraiment s'inscrire au centre de votre stratégie d'entreprise et vraiment s'insérer dans la pérennité de l'entreprise, puisque l'idée, c'est vraiment que plus que de s'adapter à un monde de degrés, il va vraiment falloir réfléchir à comment assurer la pérennité de son activité. Donc, à la fois par rapport aux différentes réglementations qui vont pouvoir être mises en place, puisque on pousse pour qu'elle soit faite, nous, côté ADEME, donc ça met un petit peu de temps, mais tôt ou tard, ça va arriver et on va réussir à avoir gain de cause. Donc, il va y avoir quand même de plus en plus de réglementations sur le climat de manière à pouvoir réussir à contraindre les émissions et un monde à plus de degrés, mais également par rapport à votre vulnérabilité énergétique. On en parlait tout à l'heure avec la raréfaction du coût des énergies fossiles. Donc, c'est vraiment penser sa stratégie au cœur de la stratégie de son entreprise et vraiment avec une vision moyen-long terme pour pouvoir assurer la pérennité de son activité. Pour vous accompagner là-dessus, je vous invite à consulter le guide de l'ADEME dont vous avez le lien sur la slide en question, qui vous accompagne justement dans la construction du plan d'action. Donc on n'est pas forcément au niveau stratégique, mais déjà au niveau plan d'action, sachant que l'idée, c'est que c'est vraiment d'essayer de centrer ce plan d'action sur les enjeux métiers et vraiment de se poser la question de qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait. Donc vraiment se poser la question des enjeux, c'est-à-dire de quelles sont les actions à mener en lien avec les enjeux de mon métier, donc par rapport au métier de l'organisation, mais aussi comment on va pouvoir mettre en place cette action au niveau du portage. Est-ce que c'est des choses qu'il va falloir mettre en place avec directement le comité de direction? Est-ce que c'est plus avec les salariés, etc. Et bien évidemment, un gros enjeu de communication, c'est-à-dire quelle communication il faut mettre en place autour de cette action-là pour pouvoir la mener à terme. Donc que ce soit en termes de communication interne ou de communication externe autour du plan d'action et puis surtout en fonction des actions qui sont mises en place. Donc je vous invite vraiment à aller consulter ce guide qui est vraiment une première étape pour mettre en place, une fois que vous avez réalisé votre bilan d'émissions de gaz à effet de serre, pour mettre en place votre plan d'action. Je me permets aussi de reciter les guides sectoriels qui existent aussi pour la réalisation des bilans d'émissions de gaz à effet de serre, qui sont aussi une mine d'informations assez importante en termes de retour d'expérience sur des actions à mettre en place quand on est une entreprise, une organisation de tel ou tel secteur. Donc il peut y avoir plein d'idées sur des actions qui sont plus spécifiques aux spécificités de votre secteur dans ces guides sectoriels que vous retrouvez également sur le centre de ressources bilan GES de l'ADEME. Très bien. Je reprends la main sur donc pour aborder la stratégie, on va dire d'un point de vue territoire. Donc c'est vraiment le PCAET qui structure la stratégie territoriale. Donc c'est pour les EPCI de plus de 20 000 habitants et les métropoles. Il est possible de faire des PCAET de manière volontaire, c'est-à-dire sans l'aspect réglementaire. On n'est pas obligé, mais on le fait quand même. Et en fait, ce PCAET doit prendre en compte, donc on l'a dit, un volet diagnostic GES, et il doit avoir une réelle stratégie politique de transition énergétique. Donc ça s'inscrit très bien dans des projets plus larges de développement, plus globaux, comme les agendas 2030, où il y a deux objectifs de développement durable liés à l'énergie, au climat et enfin les objectifs énergie-climat du territoire. Et en fait, cette prise en compte des problématiques air, énergie, climat au sein du territoire et permet d'être structurant et de porter des projets de développement territoriaux comme on le verra dans les témoignages. Et c'est bien évidemment une opportunité économique, hein, sociale et environnementale, à la fois sur l'aspect en fait innovant des nouvelles opportunités, des nouvelles pratiques économiques, mais aussi sur la capacité des secteurs économiques à s'adapter aux conséquences du changement climatique, c'est-à-dire assurer la pérennité un peu de notre activité économique, comme on va le voir par la suite. Ce PCAET, il y a deux grosses orientations, hein. La première, c'est l'atténuation, donc la réduction littérale des émissions de gaz à effet de serre. Bien évidemment, la réduction aussi des consommations énergétiques, ça fait écho à ce que disait Fanny pour les organisations, c'est ce risque climat, hein, parce que la consommation énergétique d'un territoire, c'est souvent une consommation d'hydrocarbures. Donc dans un futur où l'énergie, ces hydrocarbures se raréfient, les réglementations environnementales deviennent plus contraignantes, il est quand même essentiel que ce territoire soit sobre, hein, soit peu consommateur. Et il y a un troisième sous-axe qui est le développement des énergies renouvelables. Et enfin, le deuxième grand volet
du PCAET, du plan climat, c'est le levier adaptation, hein. Enfin, c'est la thématique de l'adaptation aux conséquences du changement climatique. Donc, les leviers de résilience, c'est comme je l'ai dit, adapter ses principaux secteurs économiques, ça peut être l'agriculture, le tourisme, aux futures conditions climatiques qui attendues et prévues. Donc, leur donner les moyens de perdurer, hein. Et le corollaire, donc, c'est donc de réduire la vulnérabilité du territoire aux conséquences du changement climatique d'un point de vue physique et d'un point de vue économique. Et le PCAET, il y a quand même maintenant, depuis que 2015 et la LTECV, depuis que ces PCAET remplacent les PCET, il y a de nombreux autres axes. Donc, avec notamment la problématique de la qualité de l'air et des polluants atmosphériques, le développement des potentiels de séquestration de CO2 dans les écosystèmes et les produits issus du bois, valoriser les potentiels d'énergie de récupération, développer les possibilités de stockage de l'énergie, optimiser les réseaux de distribution d'électricité, de gaz et de chaleur et développer les réseaux de chaleur et de froid. Voilà, c'est quand même un plan très complet et très structurant. Si on rentre dans la mise en œuvre de sa stratégie, hein, c'est le cœur de l'action climat, c'est le plan d'action. Il doit se traduire par la définition, donc ces stratégies se traduisent par la définition d'un plan d'action de réduction des émissions de gaz à effet de serre en fait. Il s'agit de croiser la compréhension des enjeux carbone avec à la fois la connaissance de son territoire ou la connaissance de ses métiers pour une entreprise, hein, c'est-à-dire de mettre en place des actions qui soient pertinentes et réalistes en fonction de l'activité ou de mon territoire. On doit se poser in fine la question de quelles actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs. Il est donc essentiel en fait une fois qu'on a mis en place ces actions, de monitorer un peu ce plan d'action afin de l'évaluer à la fois en continu et a posteriori. Cette évaluation, c'est toujours là, on va y revenir un peu plus en détail à la fin de cette webconférence, c'est la dernière étape du cheminement climat, hein. C'est un monitoring temporel et à la fois physique, hein. On parle souvent d'un indice de performance GES global pour un peu connaître justement la pertinence de ce plan d'action. Voilà. Donc c'est le plan d'action qui est vraiment le cœur de cette stratégie climat. Si on reprend un peu le schéma qu'on a vu tout à l'heure, le cheminement un peu climat d'une PME, et qu'on s'arrête sur l'aspect outils et méthodes des plans d'action, on retrouve cette même réflexion portée dans le cadre de notre deuxième panorama sur l'aspect donc action. On a mis ici en évidence pour une PME, on est toujours sur une PME, hein, le système de management des gaz à effet de serre que l'on porte, qui permet à une organisation de faciliter son pilotage des actions associées, hein. Mais on a aussi, par exemple, mis en évidence la méthode de quantification de l'impact GES d'une action de réduction des émissions, qu'on appelle plus par abus de langage Quantiges, hein. Donc elle sera présentée tout à l'heure par Marc Duchesne sur la structuration d'un projet territorial. Ça peut très bien être utilisé dans un projet territorial. Donc c'est une méthode qui un peu quantifie l'impact GES des actions ex ante, à mi-parcours et ex post pour établir un arbre des conséquences et quantifier in fine la réduction des émissions de GES pour par action de sélectionner la plus pertinente. On a étendu cette réflexion à, bien évidemment, encore une fois, à d'autres acteurs économiques. On présente ici que le schéma, on va dire PME, hein. On peut citer notamment le référentiel Science Based Target pour que certaines entreprises se fixent des objectifs de réduction en cohérence avec un scénario plus de degrés scientifiquement valable. Et donc c'est pour quand même des entreprises un peu plus conséquentes. Et on peut citer également le questionnaire CDP, par exemple, qui vise à recueillir des données sur la performance environnementale des entreprises, des villes et des régions, tout ça à destination des investisseurs. Si on s'arrête, si on reprend un peu le même type de schéma qu'avant, mais maintenant volet territorial, hein, on se retrouve avec ici le cœur du coup de la stratégie climat du PCAET, c'est le triptyque stratégie, plan d'action, évaluation. Comme pour les entreprises, on a mis en avant plusieurs outils et méthodes, hein. Donc on a Climat Pratique, dont on va avoir le témoignage de Sébastien Vriot. C'est un outil qui est développé par le RAC pour guider pas à pas les collectivités pour définir rapidement
un programme d'action climat, air, énergie adapté à leur territoire. Et c'est en ce sens que témoignera Sébastien Vriot de la dynamique territoriale qui a résulté de l'utilisation de climat pratique. Quantigest, encore une fois, comme on l'a dit avec le témoignage de Marc Duchesne de la métropole de Nîmes, et aussi la méthode TEPOS, qui est une méthode un peu plus globale au sens où elle va regrouper la formation, l'évaluation et les actions. C'est une méthode qui s'articule très bien avec un PCAET en aidant de l'état des lieux, de la situation énergétique du territoire à la mise en place d'actions concrètes, tout en rassemblant les acteurs du territoire autour de cette question de la transition énergétique. Les parties suivantes, labellisation, mise en réseau, on les verra a posteriori dans la dernière phase de la stratégie climat qui est l'évaluation. Je vais maintenant donner la parole à Marc Duchesne qui va présenter l'utilisation de la démarche Quantigest et son implication sur la structuration d'un projet de mobilité au sein de la métropole de Nîmes. Marc, c'est à vous. Bonjour, donc je vais vous présenter comment Nîmes Métropole est rentrée dans la démarche Quantigest. Donc nous sommes rentrés dans cette démarche à travers un projet de transport. Alors tout d'abord, je vais vous présenter très rapidement Nîmes Métropole. Nîmes Métropole, c'est 250 000 habitants, 39 communes. C'est une collectivité de taille moyenne avec une densité relativement faible, hein, un territoire plutôt diffus, à dominante agricole et finalement une zone urbaine qui se restreint à la ville-centre. Donc, du fait de cette configuration, c'est un territoire qui était peu préoccupé jusqu'à présent sur les questions de gestion des gaz à effet de serre. Donc, comme je vous le disais en introduction, on est rentré dans cette question à travers notre projet transport parce que donc une deuxième ligne de transport en site propre. Pourquoi? Parce que d'abord, cette ligne est inscrite dans le cadre du plan de déplacement urbain qui est intrinsèquement préoccupé par les questions de l'air, hein, puisque ça a été introduit par la loi sur l'air. Les transports en commun s'inscrivent dans une démarche de mode alternatif à la voiture particulière. Mais ce qui nous a poussé aussi à aller plus loin dans la réflexion, c'est la loi sur la transition énergétique, hein, la loi énergie-climat, qui nous a, dans le cadre donc, de ce projet de deuxième ligne, dont les caractéristiques sont affichées à l'écran, nous a poussé à aller plus loin sur la question de l'énergie. Donc cette ligne, c'est une ligne en site propre, avec un certain nombre de préoccupations qu'on a voulu fortes sur les aspects hydrauliques, sur les aspects paysagers. Nous sommes dans une démarche HQE infra pour la réalisation de cette ligne. Et c'est une ligne de trambus et non pas de tramway. Donc c'est un bus de 24 mètres qui roulera sur ce site. Et donc pour rentrer concrètement dans la démarche, nous avons cherché ce qui se passait sur le territoire français. Nous avons regardé aussi auprès des industriels quelle était la meilleure solution pour nous et le meilleur compromis coût et avantage environnemental. Donc le choix qui a été fait, c'est de partir sur un principe de gaz hybride, hein, donc un moteur électrique alimenté par une génératrice gaz, ce qui nous semblait être le meilleur compromis au regard du coût affecté à ce projet et du rendement écologique de la proposition faite par les industriels. À partir de cette solution, on a voulu aller plus loin. La question du gaz est intéressante puisque on sait produire le gaz et donc produire du biogaz et par là même du coup rentrer dans une stratégie de consommateur-producteur. Cette démarche nous permettait du coup d'aller beaucoup plus loin dans cette logique de maîtrise énergétique en développant une démarche d'économie circulaire et donc en utilisant les boues des stations d'épuration pour produire du biogaz.
Cette démarche, elle a été intéressante pour nous, hein, puisque ça nous a permis finalement d'avoir une gestion transversale du projet entre les équipes de l'eau, les équipes transport, et d'apporter du coup une vraie plus-value du point de vue de la réponse que peut avoir notre territoire pour l'environnement. En revanche, à un moment du projet, ce qu'il nous a fallu, au fur et à mesure de la construction du projet, on s'est posé vraiment la question de l'efficacité finalement de la solution qu'on construisait, qu'on co-construisait au fur et à mesure de l'évolution de la réflexion. Donc dans ce cadre-là, nous sommes rentrés dans la démarche Quantigest pour vérifier, je dirais, la pertinence de notre solution. Alors, la démarche Quantigest, comment on l'a montée elle passe par la mise en place des conséquences, où on identifie l'ensemble des projets concernés. Hein. Donc là, vous voyez, on a d'une part le projet de transport, d'autre part le projet de méthanisation. Et on vient vérifier et mesurer chaque impact de chaque étape. Alors, un certain nombre d'étapes n'ont pas forcément, et un certain nombre d'actions n'ont pas forcément d'impact, mais on identifie les principales, et c'est sur ces principales conséquences qu'on vient quantifier les émissions de gaz à effet de serre. Cet arbre, il a été intéressant aussi dans notre méthodologie de projet, puisque ça nous a permis d'aller plus loin, de préciser aussi nos idées et de structurer la collaboration interservices. Ça a été aussi intéressant pour challenger les constructeurs, que ce soit sur la question de la méthanisation ou la question du bus, pour aller plus loin sur la performance de la matériel et sur les données du coup associées. Donc au résultat de cette quantification, si on passe à la diapo suivante, deux facteurs de bénéfices principaux. On voit réduction des gaz à effet de serre pour le bus et effectivement le remplacement du méthane par le biométhane. On a donc une réduction sur une année qui est mesurée à moins 1600 tonnes CO2 par an, des réductions de consommation du HNS, donc du bus, 50 tonnes par an, et une réduction de la substitution du gaz fossile par du biogaz de moins 950 tonnes. Donc, on a des résultats qui ont pour nous été assez encourageants et qui nous permettent de se comparer aussi à d'autres solutions. Aujourd'hui, c'était notre grande interrogation, c'est qu'est-ce que vaut notre solution par rapport au tout électrique. De ce point de vue-là, et surtout grâce à la production du biogaz, on pense avoir et on confirme qu'on a une solution tout à fait vertueuse. L'enjeu aussi de cette démarche, c'est de passer du coup d'une approche très technique à une approche grand public. Et donc on a beaucoup travaillé aussi sur la vulgarisation du coup de notre quantification, qui s'est faite donc sur une année cible, l'année 2025, où finalement on sera en optimum, en vitesse de croisière, à la fois sur la méthanisation et à la fois sur le fonctionnement de la ligne. Et qui nous permettra du coup de rentrer dans un dispositif d'évaluation, la ligne étant mise en place en 2020 et la méthanisation un peu plus tard en 2022. Donc le fait d'avoir une année de référence qui soit 2025 nous permettra, à partir de cette quantification ex ante,
d'avoir une évaluation tout au long de la réalisation du projet. Alors, je reviens sur la question de la vulgarisation pour le grand public et pour la population. C'est un enjeu fort de faire comprendre ce qui est réalisé et ses principaux enjeux. Donc, vous voyez là sur la diapositive, on a cherché des analogies. Donc, l'analogie peut-être la plus compréhensible, c'est celle de la voiture, où combien de millions de kilomètres on peut éviter. C'est aussi tout simplement qu'est-ce qu'on produit en gaz et qu'est-ce que ça permet de réaliser comme économie. Voilà, on a cherché à ne pas aller vers des analogies qui soient trop hasardeuses, qui viendraient pénaliser finalement notre démarche et la rendre moins crédible. En conclusion, cette démarche de quantification a permis d'affiner le projet, on l'a vu tout à l'heure, je vous l'expliquais avec l'arbre des conséquences, de challenger les solutions et les constructeurs, de nous faire entrer aussi nous apporter une méthodologie dans la co-construction interservice et permet une évaluation a posteriori. Il nous permettra de bien mesurer l'impact de notre projet. Cette quantification, nous l'avons faite grâce à un bureau d'études. Ça nous a permis aussi de nous former les équipes sur ce sujet. Et on prévoit aujourd'hui de plutôt développer nos compétences en la matière et de gagner donc en compétences pour permettre ces évaluations et la gestion de la même manière de nos autres projets. Merci beaucoup Marc pour ce témoignage enrichissant, à la fois sur la méthode Quantigest, sur la dualité mobilité-climat et sur la valorisation de cette action auprès du grand public. Je vais maintenant donner le micro à Sébastien Vriot du Grand Hoche qui va témoigner de l'utilisation de l'outil climat pratique et de la dynamique territoriale qui en résulte. Sébastien, c'est à toi. Bonjour, oui, merci. Oui, donc bonjour, je suis Sébastien Vriot de Grand Hoche, Cœur de Gascogne, qui est donc une communauté d'agglomération située dans le Gers, région Occitanie, dans le sud-ouest de la France. Grand Hoche, Cœur de Gascogne, donc c'est 34 communes pour un peu moins de 39 000 habitants. Parmi ces 34 communes, Hoche qui en représente près de 22 000. Donc on a un territoire à dominante rurale et également à préciser qu'il a fusionné en 2017, c'est important pour la suite. Voilà, donc le contexte local ou l'historique, disons, de la prise en compte de la démarche de développement durable et de transition énergétique. C'est un agenda 21 à Hoche depuis 2008. Donc, c'est un agenda 21 qui s'intéresse très largement aux pratiques de la mairie, de la structure, mais pas nécessairement qui se limite en tout cas aux pratiques de la structure. À partir de 2016, et un peu en anticipation des obligations réglementaires, l'agglomération, donc Grand Hoche Agglomération à l'époque, a décidé de s'engager dans une démarche de plan climat qui, du coup, elle s'intéresse à l'échelle du territoire et donc au scope 3. Le point de départ, donc, c'est effectivement d'essayer de mobiliser le territoire sur ces questions de transition énergétique et écologique, et de mobiliser le territoire et l'ensemble de ses composantes, et notamment de transmettre à nos partenaires privilégiés, les communes, une connaissance, l'appropriation des enjeux, la capacité d'agir finalement, d'être des relais, Donc les communes, c'est pour nous, on l'a jugé primordial. Parce que, donc, comme je le disais, ce sont des partenaires privilégiés évidemment, mais aussi des réservoirs d'initiatives, des réservoirs d'action.
surtout un relais d'information pour les habitants qui se tournent peut-être plus facilement vers leur commune. Donc il me semblait important que les maires soient informés et prêts à participer à cette démarche de plan climat. C'est dans ce contexte que effectivement le réseau, le RAC et l'ADEME nous ont sollicité, nous ont proposé de participer à l'expérimentation climat pratique. Donc climat pratique, c'est un outil de diagnostic, un outil qui permet d'approcher finalement ces questions climat-énergie. En tout cas, on l'a utilisé comme ça. Il est donc séparé, comme vous le voyez à l'écran, en 14 onglets thématiques qui représentent les compétences des communes. Et c'est pour ça qu'une partie des onglets sont colorant jaune, puisque dans notre cas, c'est des compétences qui ne sont pas réalisées par les communes. Donc, la démarche, du coup, alors, pour chaque onglet, on va retrouver, comme ça apparaît à l'écran, une série de questions sous forme d'autodiagnostic en quelque sorte, d'autodiagnostic donc sur les différents sujets. Donc là, l'exemple, c'est l'onglet bâtiment. Donc sur l'onglet bâtiment, on va aborder la question du bâtiment. À travers donc toute une série de questions qui permettent de l'aborder sous différents angles, des angles complémentaires et qui permettent finalement de mesurer par nos interlocuteurs, par les maires, où ils en sont dans cette démarche, quel est leur niveau d'engagement, puisque finalement il y a assez régulièrement des actions qui sont menées sans forcément les relier clairement à des actions de transition énergétique. La façon que l'on a eu de procéder, c'était effectivement de rencontrer les communes les unes après les autres et de bloquer un moment pour pouvoir discuter vraiment et mesurer le niveau d'avancement de chaque commune en fonction des différentes questions qui sont posées, des différentes thématiques. Oui, le principe, c'est effectivement avec cet autodiagnostic, on identifie le niveau d'avancement de la commune et on se fixe également un objectif pour l'année suivante, ce qui permet de bâtir un plan d'action. En sortie de cet ensemble d'entretiens qui ont pu être réalisés avec les communes, on leur a fourni, il a été édité pour chacun du coup un bilan commune par commune qui permet de faire donc toujours pareil cet auto-diagnostic, de mesurer le niveau d'avancement, la volonté, le niveau où souhaitent aller les communes, quel type d'action à mener. Et dans le plan d'action, effectivement, on inclut des pistes de progrès, des contacts, des actions. On essaie de partager à travers ces outils, à travers cet outil et ce bilan commune par commune, un diagnostic, un plan d'action spécifique à la commune. En parallèle, on établit également un bilan global à l'échelle de l'agglomération pour avoir une photographie du niveau d'avancement, du niveau d'implication, disons, des communes dans les démarches de transition énergétique à travers donc, les différents onglets de l'outil climat pratique. Alors, nous, on l'a utilisé finalement un peu en amont de la concertation, dans un premier temps en tout cas, de la concertation plan climat à l'échelle de l'agglomération, ce qui nous a permis d'intégrer les attentes des communes dans les ateliers de concertation, parce que c'était, notamment il y avait des questions qui en tout cas un intérêt marqué assez fortement pour la rénovation énergétique du patrimoine et la sobriété énergétique. Donc, bon, globalement, les questions énergétiques étaient prépondérantes pour nos interlocuteurs. Ensuite, cet outil nous a également servi à conscientiser, en tout cas à rendre conscients les élus de bonnes pratiques. Donc j'ai cité, il y a deux exemples qui sont cités sur la diapo, notamment une commune qui propose un véhicule partagé, mais qui
identifier cette action comme une action sociale. Et donc, c'est un véhicule partagé qui sert, véhicule électrique partagé, qui sert à aller à la déchetterie. Bon, nous, on a identifié cette action comme une action de transition énergétique, finalement, chose qui n'était pas, encore une fois, partagée qui n'était pas identifiée comme telle par la commune auparavant. De la même façon, il apparaît normal pour des petites communes et dans la restauration scolaire d'aller se fournir chez les commerçants locaux, qui eux-mêmes ont un approvisionnement local. Bon, on a identifié avec eux que c'était effectivement une action qu'on a nous considérée comme étant de transition énergétique, puisque pas facile à mettre en œuvre, peut-être pour des grosses communes. Voilà. Le dernier point un peu positif, disons, dans cette concertation, c'est que les élus, au moment des ateliers de concertation, en partie parce qu'on avait pris le temps et qu'on avait pu échanger avec eux sur ces questions, ont pu finalement participer de manière plus active aux concertations du plan climat et énergie territorial de l'agglomération, et également se faire le relais avec un niveau d'expertise peut-être plus élevé des initiatives des communes, des initiatives qui étaient présentes au sein de leur commune. Voilà, alors en bilan peut-être un peu rapide, mais dans un premier temps, effectivement, dans les points, dans les limites, effectivement, c'est assez chronophage. C'est assez chronophage de nous, on a compté en tout cas à chaque fois à peu près une demi-journée d'entretien, plus la rédaction. Donc effectivement, ça nécessite un peu de disponibilité pour obtenir ce bilan. La limite aussi, c'est que ça permet une première approche. En tout cas, ça permet on n'obtient pas un vrai diagnostic de développement durable, mais malgré tout, on obtient une approche un peu sérieuse quand même. Voilà. Dans les avantages, le tableur est modifiable, effectivement, donc ça c'est plutôt intéressant parce qu'on peut l'adapter aux caractéristiques du territoire. Il propose également des actions concrètes pertinentes dans la plupart des cas, qui permettent donc de concrétiser pour les élus ce qu'est vraiment la transition énergétique sur le volet bâtiment par exemple, mais d'autres aussi bien sûr. Il aborde ensuite beaucoup de sujets qui sont liés à la thématique de la climat-énergie. Et pour le pôle climat-énergie, donc coordonnateur du plan climat, c'était assez le gros avantage qu'on a pu en tirer, c'était effectivement cette connaissance du territoire, puisque en prenant le temps d'échanger avec l'ensemble des communes, ça nous a permis de brosser un portrait du territoire et du niveau d'engagement et d'avancement et de volonté aussi d'avancement qui était finalement assez précis. Voilà. Et un dernier point, donc j'évoquais initialement la fusion de Grand Auch Agglomération et la communauté de communes Cœur de Gascogne. Au moment de la fusion, on avait d'ores et déjà fait le diagnostic pour Grand Auch Agglomération. On a pu finalement intégrer très rapidement et de manière très efficace les communes issues de la communauté de communes Cœur de Gascogne dans l'entité et dans la démarche climat-énergie à travers cet outil climat pratique qui nous a permis de rentrer directement dans la démarche. Voilà, et merci. Très bien, merci beaucoup Sébastien. Je propose qu'on enchaîne sur l'évaluation de la stratégie et je vais relaisser le micro à Fanny. Oui, merci. Oui, on est là. Donc, hop, c'est parti. Et donc, du coup, dernier bloc de notre petit schéma, donc l'évaluation de la stratégie. Donc, pourquoi passer par cette étape d'évaluation? Donc là, l'argument principal, c'est pour être sûr de savoir où on va. Donc, c'est ce qu'on vous met là dans les deux premiers petits bullet points. Donc, évaluer, c'était vraiment savoir est-ce que mon plan d'action me permet d'atteindre les objectifs que je me suis fixés? Et puis même au regard de la stratégie en elle-même, est-elle adaptée? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est suffisamment ambitieuse
ambitieuse par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés et puis par rapport au contexte de notre monde contraint à 2 degrés. Après, il s'agit aussi de regarder enfin, l'objectif de cette évaluation, c'est aussi en interne de vraiment s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue et d'améliorer son processus, que ce soit dans la mise en œuvre de la stratégie, mais aussi au regard du contenu de la stratégie elle-même. Et puis après, c'est aussi important par rapport à l'externe. Donc, c'est vraiment essayer de regarder est-ce que sa stratégie par rapport aux trajectoires de degrés sectoriels, donc par rapport à tous les acteurs dans ma branche sectorielle, est-ce que finalement ma stratégie est cohérente ou pas? Et surtout, une fois qu'on est vraiment mature sur l'intégration de cette contrainte de degrés, donc c'est vraiment essayer de regarder est-ce que voilà, c'est vraiment intégré aujourd'hui dans mon modèle économique au sein de mon organisation? Est-ce que j'ai vraiment intégré cette contrainte de transition bas carbone dans ma stratégie? Donc finalement, l'idée derrière cette évaluation de votre stratégie et de votre plan d'action, c'est vraiment de se poser la question est-ce que mon entreprise, mon organisation seront-ils toujours viables dans un monde neutre en carbone? Donc c'est vraiment voilà, réfléchir à est-ce que tout ce que j'ai mis en place aujourd'hui répond bien à cette question et me permet d'être pérenne au fil du temps. Et donc, par rapport à cette étape d'évaluation, donc là, il y a plusieurs outils qui existent. Enfin, d'une manière générale, dès qu'on pense un petit peu évaluation, trajectoire, donc vous pouvez avoir tout ce qui est se fixer des objectifs. Vous allez retrouver toutes les démarches SVT à l'international, mais on va dire que vraiment sur la branche évaluation de sa stratégie, il y a une démarche du coup ACT que vous voyez ici à l'écran qui a été développée par l'ADEME et le CDP, donc qui est vraiment une démarche pour évaluer sa trajectoire, sa stratégie bas carbone au regard de la trajectoire sectorielle de son entreprise. Donc c'est une méthode dont on ne va pas tout vous détailler ici, hein. Encore une fois, là c'est juste pour vous présenter les bribes d'outils. Il y a une webconf qui est entièrement consacrée à ACT et pour laquelle vous aurez en plus des retours d'expérience d'entreprises qui ont mis en place ce système d'évaluation. Mais grosso modo, l'idée, c'est vraiment de permettre l'évaluation de la stratégie de l'entreprise au regard de des 5 questions que vous avez là à l'écran. Donc, c'est savoir quels sont les objectifs de l'entreprise. Donc, regardez ces objectifs en termes de stratégie bas carbone. Comment l'entreprise compte-t-elle les atteindre? Quelles sont les actions actuelles de l'entreprise, mais aussi quel est l'historique des actions de l'entreprise et enfin quelle est la cohérence globale de ces actions et ces objectifs. Donc l'idée c'est bien de regarder pas forcément que ce que vous avez prévu de faire ni ce que vous êtes en train de faire, mais bien à la fois l'héritage, donc c'est-à-dire tout ce que vous avez déjà fait, puisque forcément toutes les entreprises et toutes les organisations ne sont pas au même point aujourd'hui, mais n'ont pas aussi la même histoire et le même devenir. Donc c'est vraiment regarder ce que vous avez fait, ce que vous êtes en train de faire et ce que vous avez prévu de faire par rapport aux objectifs que vous vous êtes fixés et vérifier la cohérence de tout ça. Et sachant que c'est vraiment une méthode d'évaluation qui, comme je le disais déjà tout à l'heure et Benjamin l'a répété aussi, qui va vraiment regarder tous les métiers de votre entreprise et vraiment tout le cœur de l'entreprise et s'assurer que le climat, c'est pas juste entre guillemets dans le bureau de la personne responsable du rapport RSE, mais c'est bien dans tous les bureaux de l'entreprise, que ce soit au service R&D, au service achat, au service après-vente des clients, etc. L'idée est vraiment que votre stratégie climat soit bien intégrée dans l'ensemble des métiers de votre entreprise. Si on revient on va dire à l'aspect territorial, donc évaluer sa stratégie climat, la stratégie climat de son territoire, c'est en fait toujours cette notion d'évaluer cette pertinence, hein, et de se questionner sur la cohérence de son PCAET. Est-ce qu'elle permet de donner les armes au territoire pour faire face on va dire aux conséquences du changement climatique? Donc cette évaluation, elle peut être interne. C'est notamment le témoignage de Sébastien sur le niveau d'avancement des élus locaux sur certaines thématiques. Voilà, c'est des choses très concrètes. Alors c'est vrai qu'il est difficile de peut-être monitorer pour un territoire l'impact de réduction de gaz à effet de serre. Par contre, on peut se poser la question de la cohérence des actions, et c'est ça qui est surtout très très important. Est-ce que les actions sont pertinentes pour les réduire, les GES, sans forcément
avoir les moyens de les quantifier de manière précisément, et aussi, comme l'a montré Sébastien, dans l'intérêt que portaient les élus locaux sur la question de la rénovation énergétique et de la sobriété énergétique, c'est surtout de la réduction de cette vulnérabilité énergétique, hein. Donc ça, après, comment l'évaluer, ça se traduit pas dans des faits de GES, mais on peut monitorer la consommation d'essence sur le territoire, le degré d'avancement de l'isolation du bâti. C'est des choses quand même qui sont des actions qui sont visibles. Et il y a toujours aussi, vu que le troisième volet, c'est le développement des ENR, monitorer et suivre un peu le développement de ces énergies. Et le volet adaptation, ça revient, comme je l'ai dit au début de cette diapo, c'est réduire, en fait, donner les leviers de résilience, donc donner au secteur économique la possibilité de perdurer dans le temps. Et aussi, donc le corollaire, c'est de réduire leur vulnérabilité aux conséquences du changement climatique. Ça, c'est pour les deux grandes orientations. Comme je l'ai dit, il y a aussi le volet de la qualité de l'air, la séquestration du CO2, les réseaux de gaz électriques et chaleur, et le stockage de l'énergie. Donc, c'est des choses qui sont aussi nécessaires d'évaluer. Mais là, dans le cadre de cette webconférence, on se focalise sur les deux gros volets qui sont l'atténuation et l'adaptation. Pour les territoires, donc on a dit dans un premier temps, cette évaluation peut être interne, et après on peut aller jusqu'à une évaluation externe, une labellisation. Donc si vous vous rappelez le schéma présenté pour le cheminement climat d'une EPCI de plus de 20 000 habitants, après la comptabilité, après le PCAET avec les plans d'action, il y avait la phase d'évaluation. Et ici, c'est une évaluation externe, c'est une labellisation. Donc, notamment, c'est le dispositif Citergie, hein, qui est un dispositif européen qui est destiné aux territoires et aux collectivités qui s'engagent dans une amélioration continue de leur politique climat, air, énergie, avec des objectifs cohérents et ambitieux, des objectifs climatiques ambitieux. C'est aussi, Citergie, c'est à la fois un outil de labellisation, mais un outil d'aide à la mise en œuvre de ces politiques air, énergie, climat. Et en fait, elle aide dans un premier temps à structurer cette politique, et après, elle accorde des récompenses en fonction de l'ambition et du degré de réalisation des possibilités de cette stratégie climat, air, énergie. Voilà, donc c'est quelque chose qui est accompagné, hein. L'ADEME met à disposition un accompagnateur, un conseiller Citergie, qui aide la collectivité à identifier ses forces et ses faiblesses. Et comme on le voit, il y a à la fois un volet collectivité, donc des choses qui sont liées à l'organisation vraiment, le patrimoine, la mobilité interne des collaborateurs, et le volet territoire qui est la planification territoriale, la mobilité donc des administrés, entre guillemets, des personnes vivant sur le territoire. Voilà, c'est quelque chose de très global et de très structurant. Là encore, c'est un outil pour quand même des collectivités qui sont de taille plus conséquente et avancées sur ces questions-là. Une dernière slide peut-être pour résumer l'intérêt, enfin pour insister sur l'intérêt de la formation aux enjeux énergie-climat au sens large, donc la problématique du changement climatique, la transition bas carbone, hein, et insister sur le fait que cette formation doit être le plus large possible, hein, comme l'a dit Fanny. La transition, la stratégie climat, c'est pas seulement la personne chargée du rapport RSE, hein. Ça doit toucher à tout le panel de l'entreprise, donc le plus large possible, les opérationnels, le management, les fonctions transverses, l'administrative, et le plus haut possible, hein, dans la hiérarchie entre guillemets d'un territoire ou d'une organisation. C'est-à-dire que plus les personnes sont hauts dans cette hiérarchie entre guillemets, plus on a des leviers d'action forts. Une action marginale d'un opérationnel ou d'un petit service est toujours moins conséquente vraiment une démarche stratégique climatique mise en place depuis et portée par une direction, justement. C'est quand même bien plus fort en termes d'action possible. Donc en ce sens, l'ABC, l'ADEME vous accompagne dans les formations aux enjeux énergie-climat, et l'ADEME a notamment un catalogue de formations exhaustif à la fois pour les territoires, mais aussi pour les responsables des stratégies climat de leur entreprise.
Je tenais à rappeler que cette présentation s'est concentrée sur le volet atténuation de la démarche climat, hein, c'est-à-dire évaluer ces émissions pour les réduire. Nous n'avons pas parlé du dernier chapitre de l'action climat qui est le volet compensation. Donc, sans rentrer dans le terme et dans le débat qu'il suscite aujourd'hui, hein, cette compensation trouve sa place dans l'action climat a posteriori d'une réduction réelle de ces émissions de gaz à effet de serre afin de compenser les émissions qui sont vraiment incompressibles, hein. Vraiment, les incompressibles, c'est une fois qu'on a mis en place, qu'on a compté, qu'on a mis en place une stratégie, qu'on a réellement réduit ces émissions, il y a toujours des émissions compressibles. Là, on les compense. Vous trouverez d'ailleurs en ce sens de nombreuses conférences dédiées aux compensations carbone efficaces et responsables. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée et d'avancer, bien évidemment, sur vos questions énergie-climat au sein à la fois de vos organisations et de vos territoires. Merci à vous. Au revoir.